À 37 ans, j'avais arrêté de chercher l'homme de ma vie. Alors, j'ai épousé le père célibataire d'un élève qui conduisait une Ford Taurus 2004 déglinguée. 3 jours après notre mariage, il m'a tendu une carte de débit. Achète tout ce que tu veux. À la banque, la guichetière a vérifié ma carte d'identité, puis a chuchoté, il ne vous l'a jamais dit. La guichetière a regardé mon permis de conduire, puis la carte de débit, puis de nouveau moi. Elle l'a fait 2 fois. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de penser que j'étais venu pour quelque chose de simple. Y a-t-il un problème? Ai-je demandé. Elle m'a offert ce genre de sourire poli de banquière qui signifie généralement que quelqu'un est sur le point de vous poser une question dont il connaît déjà la réponse. Votre mari ne vous a vraiment rien dit. Je l'ai dévisagé. Me dire quoi? Elle a hésité, puis s'est retournée vers son ordinateur. Avant d'aller plus loin, je dois juste vérifier une ou 2 choses. Cela m'a fait me redresser. 3 jours plus tôt, je m'étais marié. Rien d'extravagant, pas de salle de bal, pas de gâteau à 12 étages que personne ne voulait manger. Daniel et moi nous sommes mariés au palais de justice du comté de Wake un vendredi après-midi, puis nous avons dîné avec la famille et quelques amis proches dans un petit restaurant italien à Kerry. 3 jours plus tard, mon nouveau mari m'a tendu une carte de débit à mon nom. Achète tout ce que tu veux, a-t-il dit. J'ai ri. Phrase dangereuse. Il a souri. J'ai demandé à quel compte elle était connectée. Le nôtre. C'était tout. Le nôtre. Maintenant, j'étais assise dans une agence bancaire pendant ma pause déjeuner parce qu'apparemment, j'avais atteint un âge où la romance était agréable, mais où je voulais quand même savoir quel compte payait pour cette romance. La guichetière a vérifié mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, ma signature et quelques autres choses. Puis elle a dit, d'accord, vous êtes listé comme cotitulaire du compte. Bien. Donc il n'avait pas accidentellement mis une autre Claire Bennett dessus. Elle a souri, mais à peine. Puis elle a tourné l'écran vers moi. J'ai regardé. Puis j'ai regardé à nouveau. Au début, j'ai honnêtement cru que je lisais mal le nombre. Je me suis penché plus près. Non, ai-je dit. La guichetière n'a rien dit. J'ai compté les chiffres, puis je les ai recomptés. Il y avait des millions de dollars sur un compte auquel mon nom était rattaché. Pas des actifs d'entreprise, pas de l'immobilier, du liquide. Je me suis rassise. La guichetière a baissé la voix. Je suppose que c'est une nouvelle information. Je lui ai lancé un regard. Madame, j'enseigne en 4e année. Si j'avais su ça hier, je n'aurais pas emporté des restes de pain de viande pour le déjeuner. Cela lui a arraché un petit rire. J'en avais besoin, car tout ce à quoi je pouvais penser était Daniel, mon mari. L'homme qui conduisait une Ford Taurus 2004 déglinguée avec un pare-chocs arrière fissuré et un enjoliveur qui avait apparemment quitté le mariage avant que j'y entre. L'homme à qui j'avais une fois offert un coupon pour des pneus. L'homme qui m'avait laissé partager l'addition au restaurant pendant presque 1 an. Je suis sorti de la banque et je me suis assise dans ma Honda, moteur éteint. Puis je l'ai appelé. Salut, a-t-il dit. Daniel. Quelque chose dans ma voix a dû attirer son attention. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis que tu travailles dans l'immobilier commercial? Silence. Pas un long silence, juste assez long. Puis il a dit, où es-tu? Dehors, à la banque? Une autre pause. Ne conduis pas. Je n'en avais pas l'intention. J'arrive. Il a raccroché. Je suis resté assise là, à regarder à travers le pare-brise. Le plus ridicule, c'est que si vous m'aviez demandé 1 an plus tôt si Daniel Bennett était riche, j'aurais probablement ri. Pas parce qu'il avait l'air pauvre. Il avait juste l'air ordinaire. Et l'ordinaire, c'était exactement ce que je voulais. À 37 ans, je n'avais pas renoncé à l'amour. J'avais renoncé à le chasser. Il y a une différence. J'avais passé assez d'années à laisser des amis me présenter des hommes qui étaient parfaits pour moi parce qu'ils avaient un pouls, un prêt immobilier et aucun casier judiciaire visible. Les applications de rencontres étaient pires. Un homme s'est décrit comme financièrement indépendant, puis m'a demandé si je pouvais payer son Uber pour rentrer chez lui. Donc, non, je n'étais pas amer. J'étais fatigué.
J'enseignais en 4e année dans une école primaire publique près de Raleigh, je possédais une modeste maison de ville, j'avais de bons amis et j'avais finalement atteint le point où un vendredi soir tranquille ne semblait pas être la preuve que quelque chose n'allait pas dans ma vie. C'est alors que Daniel est apparu, ou plus exactement, n'arrêtait pas d'arriver en retard. Sa fille, Sophie, était dans ma classe. Une enfant adorable, intelligente, observatrice, têtue d'une manière que je respectais secrètement. Daniel était l'un de ces parents qui arrivaient toujours à la sortie de l'école avec l'air de s'être excusé auprès de 6 personnes sur le trajet. Désolé, disait-il, la circulation ou une réunion qui s'est prolongée. Ou une fois, je vous jure que je sais à quelle heure l'école se termine. Il conduisait cette vieille Torue tous les jours. Peinture bleue délavée, pare-choc fissuré, intérieur qui sentait légèrement le café et les crayons de couleur. Quand les gens demandaient ce qu'il faisait, il disait qu'il travaillait dans l'immobilier commercial. J'imaginais des baux, l'entretien des bâtiments, peut-être de la gestion immobilière. Je n'ai jamais demandé ce qu'il gagnait. Pourquoi l'aurais-je fait? La première fois que nous avons vraiment parlé, c'est quand Sophie est tombée malade à l'école. Daniel est arrivé 20 minutes plus tard. Cravate desserrée, cheveux en désordre, l'air vraiment effrayé. Elle va bien? De la fièvre. Elle survivra. Elle est aussi furieuse parce que je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas aller à l'entraînement de football. Il a hoché la tête. Ça lui ressemble bien. Sophie, allongée sur le lit de camp dans le bureau de l'infirmière, a marmonné, je peux encore jouer. Daniel m'a regardé. Vous voyez à quoi j'ai affaire? J'ai souri. Je passe 7 heures par jour avec elle. Alors vous avez toutes mes condoléances. C'était Daniel. Sec, calme, n'essayant jamais d'en faire trop. Il ne m'a pas invité à sortir tant que Sophie était encore dans ma classe. J'ai respecté ça. Il a attendu l'été. Puis, un après-midi, je l'ai croisé dans une épicerie. Il tenait un sac de charbon de bois dans une main et fixait 2 bouteilles de sauce barbecue comme si la sécurité nationale dépendait de son choix. Il m'a vu. Mademoiselle Parker. Claire, l'école est finie. Claire. Il avait l'air légèrement nerveux. Ça m'a surprise. Puis il a dit, voudriez-vous prendre un café un de ces jours? Je me souviens l'avoir regardé. Père célibataire, vieille voiture, joli sourire, rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui ait l'air de poser problème. Et j'ai pensé, pourquoi pas? Le café est devenu un dîner. Le dîner est devenu des week-ends. Daniel n'était pas romantique au sens traditionnel du terme. Il oubliait les fleurs, mais se souvenait que je détestais la coriandre. Il savait préparer exactement 3 repas corrects et détruisait systématiquement les œufs. Il était bon avec Sophie d'une manière qui comptait. Il l'écoutait quand elle parlait. Il s'excusait quand il avait tort. Il n'a jamais traité la parentalité comme quelque chose pour lequel il méritait des applaudissements. Environ 1 an plus tard, il m'a demandé en mariage. Avant le mariage, il m'a dit que sa famille avait de l'argent dans l'immobilier commercial et qu'il avait besoin d'un contrat de mariage. Ça ne m'a pas dérangé. J'ai demandé à mon propre avocat de l'examiner. Daniel avait des participations dans plusieurs entreprises et propriétés familiales. Des actifs substantiels, a dit mon avocat. Je comprenais ça, mais substantiel est un mot flexible. Je pensais que Daniel était à l'aise, peut-être même très à l'aise. Je ne pensais pas à un montant à 8 chiffres, et je ne pensais certainement pas à des millions de dollars dormant sur un compte courant. 20 minutes après que je l'ai appelé, cette vieille Ford Taurus est entrée dans le parking de la banque. Daniel est sorti. Je l'ai regardé traverser en direction de ma Honda. Un homme valant plus d'argent que je ne pouvais l'imaginer confortablement, portant une chemise que je lui avais achetée en solde. Il a ouvert la portière passager et s'est assis. Je n'ai pas dit bonjour. Je l'ai juste regardé. Puis j'ai dit, commence à parler. Daniel a fermé la portière passager et est resté assis une seconde, les 2 mains sur les genoux. Il ressemblait exactement à l'homme que j'avais épousé 3 jours plus tôt. C'était presque irritant. La même chemise froissée, la même montre avec le bracelet en cuir rayé, le même petit pli entre ses sourcils quand il essayait de savoir à quel point il avait des ennuis. Claire, a-t-il dit. Non, ne commence pas avec mon nom comme ça. Il a hoché la tête une fois. D'accord,
commence par le compte. Il a expiré. Le compte est à nous. J'avais compris. Je t'ai ajouté après le mariage. Ça aussi, j'avais compris. Il a regardé par le pare-brise. J'ai attendu. Finalement, j'ai dit, Daniel, il y a des millions de dollars là-dedans. Je sais. Cette réponse a fait quelque chose en moi se mettre en place. Pas de la colère exactement, de la clarté. Tu sais, oui. Et tu as pensé que je n'avais peut-être pas besoin de le savoir. Non. Ce n'est pas ce que j'ai pensé. Alors, qu'as-tu pensé? Il a frotté son pouce le long du bord de son alliance. J'ai pensé que j'expliquerais tout après le mariage. Je me suis tourné vers lui. Après? Je sais comment ça sonne. Ça sonne comme s'il y avait quelque chose à expliquer avant. Il m'a regardé alors. Il y en avait. Alors j'ai croisé les bras. Vas-y. Daniel m'a raconté que son père avait créé Bennett Commercial Property à la fin des années 70 avec un petit entrepôt près de Greensboro. Quand Daniel était à l'université, l'entreprise s'était développée pour inclure des immeubles de bureaux médicaux, des centres commerciaux, des installations de stockage et des propriétés industrielles en Caroline du Nord et en Virginie. Daniel détenait une participation majoritaire. Il y avait d'autres investissements aussi. Des partenariats immobiliers, quelques fonds privés, des terrains. J'ai écouté tranquillement jusqu'à ce qu'il utilise l'expression à 8 chiffres. Alors j'ai cligné des yeux. Oui. Il a hoché la tête, comme pour dire oui. Je me suis adossé au siège. Daniel. Je sais. Non, je ne pense pas que tu saches. Il a arrêté de parler. Je l'ai regardé. Tu m'as laissé t'acheter des pneus. Son visage s'est crispé. C'était de bons pneus. Ça n'aide pas. Je sais. Tu te souviens quand je t'ai dit que le mécanicien sur Hillsborough Street était moins cher? Oui. Tu m'as laissé négocier une permutation de pneus pour toi. Il avait vraiment l'air honteux. C'était une mauvaise journée. Je l'ai dévisagé. Puis j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que sinon j'aurais pu dire quelque chose de regrettable sur un parking de banque à 11h30 un mardi. Tu m'as laissé partager les additions au restaurant. Tu as insisté. Parce que je pensais que tu élevais une enfant seule et que tu joignais les deux bouts. Je n'ai jamais dit que je joignais les deux bouts. C'en était trop. Je me suis complètement tourné vers lui. Non, tu as juste regardé pendant que je le croyais. Il est devenu silencieux et voilà. La partie qui comptait. Pas l'argent, pas la torue. Pas le fait que j'avais apparemment épousé un homme dont l'idée du confort avait sa propre stratégie fiscale. Il savait ce que je pensais. Et il m'avait laissé le penser. Je ne te testais pas, a-t-il dit. Je n'ai pas dit que tu le faisais. Tu le penses. Je pense à beaucoup de choses. Il a hoché la tête. Juste. J'ai regardé à travers le pare-brise un moment. Pourquoi? Il a pris son temps. Mon premier mariage. Je savais qu'il avait été divorcé. Je savais que la mère de Sophie vivait à Charlotte et la voyait un week-end sur deux pendant l'année scolaire. Daniel n'avait jamais mal parlé d'elle. C'était une des choses que j'aimais chez lui. Il avait seulement dit que le mariage était devenu laid à cause de l'argent et de la famille. Maintenant, il m'en donnait plus. Quand j'étais plus jeune, je parlais trop d'argent. Pas pour me vanter, juste. Je ne comprenais pas à quel point tout ça était inhabituel. Ça semble crédible. Il m'a lancé un regard. Merci. De rien. Il a continué. Les gens me traitaient différemment. Les femmes parfois aussi. Et après l'échec de mon mariage, j'ai arrêté de mettre tout ça en avant. Alors, tu as rétrogradé à une torue. Ça ne faisait pas partie d'un plan. J'écoute. J'ai déménagé dans une maison plus petite parce que Sophie avait 6 ans et je voulais qu'elle soit dans un endroit normal. J'ai gardé la voiture parce que je l'aimais bien. J'ai haussé un sourcil. C'est la chose la moins crédible que tu aies dite jusqu'à présent. Cela lui a arraché le plus petit des sourires. Puis il a disparu. Je voulais une vie plus calme. Je comprends ça.
Je ne voulais pas que Sophie grandisse en pensant que chaque relation avait un calcul financier attaché. Je comprends ça aussi. Il a semblé soulagé. J'ai levé la main. Ça ne rend pas ce que tu as fait acceptable. Le soulagement a disparu. Claire. La vie privée, c'est ce que tu caches aux étrangers. Je suis ta femme. Il a baissé les yeux. Je sais. Non. Tu le sais maintenant. Ça a fait mouche. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Finalement, j'ai demandé, pourquoi me donner la carte? Je pensais que ça faciliterait les choses. Comment? Nous sommes mariés maintenant. Je voulais que tu aies un accès complet au compte du ménage. Alors, tu m'as donné l'accès avant de me donner la vérité. Il a de nouveau détourné le regard. Oui. Il n'y avait aucune défense dans sa voix cette fois-là, juste un aveu. Ça a aidé un peu, mais pas assez. Nous sommes rentrés à la maison séparément. Quand nous sommes arrivés, Daniel a tiré la chaise de la table de la cuisine pour moi comme si nous étions sur le point de négocier un traité de paix. Je me suis assise. Il est resté debout près du comptoir. Puis il a dit, si tu veux, je peux te retirer du compte. Je l'ai dévisagé. C'est ça ta solution? Non, je veux juste dire, si ça te met mal à l'aise. Ce n'est pas le compte qui me met mal à l'aise. Il a hoché la tête. D'accord. Une minute plus tard, il a dit, ta Honda vieillit. J'ai fermé les yeux. Quoi? Je dis juste, si tu veux une nouvelle voiture. Daniel. Il s'est arrêté. Tu penses vraiment que la voiture est le problème? Non. Tu viens littéralement de m'offrir une voiture. Je sais. S'il te plaît, arrête d'essayer de te sortir de cette situation en dépensant de l'argent. C'était la première fois qu'il avait l'air vraiment embarrassé. D'accord. J'ai sorti la carte de débit de mon portefeuille et je l'ai posée sur la table. Il l'a regardée, puis m'a regardé. Garde-la. Non, elle est à toi. Ce n'est pas pour ça que je la rends. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Je l'ai poussé vers lui. J'ai besoin de comprendre ce qu'est réellement notre mariage avant de commencer à dépenser de l'argent qui en provient. Il s'est assis en face de moi. C'est alors qu'il a dit, nous devrions probablement parler à ma mère. J'ai presque ri. Pourquoi? Et à Vanessa, sa sœur. Je les avais rencontrées plusieurs fois. Margaret était élégante, contrôlée, toujours parfaitement habillée. Vanessa était plus tranchante, pas impolie exactement, juste le genre de femme qui pouvait demander si vous vouliez un dessert d'une manière qui vous faisait vous demander si le dessert était une défaillance morale. Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec ça? Daniel a hésité. Mon estomac s'est un peu noué. Elle savait, ai-je dit. Il n'a pas répondu. Je me suis penché en arrière. Daniel, elle savait que je ne t'avais pas tout dit. Tout, c'est-à-dire combien d'argent tu as? Oui. Je l'ai dévisagé. Qui d'autre savait? Il avait l'air misérable. C'était une réponse suffisante. J'ai ri une fois. Donc, j'étais la seule personne à mon propre mariage qui ne comprenait pas la situation financière. Ce n'est pas juste. Non, mes amis ne connaissent pas les détails. Mais ta famille savait. Oui. Et ils savaient que je ne savais pas. Oui. C'était pire que le solde du compte, parce que maintenant, toute l'année écoulée se réorganisait à nouveau. Chaque sourire poli, chaque question prudente, chaque fois que Margaret avait demandé ce que je comptais faire après le mariage. J'avais pensé qu'elle faisait la conversation. Peut-être qu'elle faisait l'inventaire. Le dîner avec eux a eu lieu ce dimanche-là. Margaret a servi du poulet rôti, des haricots verts et des pommes de terre dans une salle à manger qui donnait l'impression que personne n'y avait jamais rien renversé. Vanessa est arrivée avec 10 minutes de retard, a embrassé Daniel sur la joue et m'a jeté un long regard. Pas hostile, juste différent. Nous avons traversé le dîner avant qu'elle ne dise finalement « Eh bien ». Daniel a levé les yeux. Vanessa a pris une gorgée de vin. Je suppose que le secret était vanté. J'ai posé ma fourchette. Daniel a dit « Vanessa ». Ce que c'est,
ai-je dit en le regardant. Pas elle, lui. Parce que ce mot me dérangeait plus que prévu. Secret. Pas vie privée, pas discrétion, secret. Margaret a changé de sujet, ou a essayé. Quelques minutes plus tard, elle m'a regardé et a dit, « Tu comptes toujours enseigner, je suppose ?» J'ai rencontré ses yeux. Oui. Elle a hoché la tête. Bien sûr. J'ai attendu, puis j'ai demandé, « Pourquoi ne le ferais-je pas ?» Son sourire était mince. Aucune raison. Il y avait absolument une raison. Et pour la première fois depuis la banque, j'ai compris que découvrir que Daniel avait de l'argent n'était que la première surprise. La suivante allait être de découvrir ce que sa famille pensait que cet argent ferait de moi. Margaret ne m'a pas traité de croqueuse de diamants. Honnêtement, j'aurais presque préféré qu'elle le fasse. On peut répondre à une insulte. Il est beaucoup plus difficile de discuter avec un sourcil levé et une question parfaitement raisonnable. Donc, tu resteras à l'école ? A-t-elle demandé. Oui. Pour combien de temps ? J'ai levé les yeux de mon café. Aussi longtemps qu'ils continueront à me payer, je suppose. Vanessa a souri dans son verre de vin. Margaret a ignoré cela. Je voulais seulement dire que tu as des options maintenant. J'avais des options avant. Bien sûr. Il y avait encore cette phrase. Bien sûr. Tout ce que Margaret disait semblait gracieux jusqu'à ce que vous l'écoutiez 2 fois. Nous étions passés de la salle à manger au salon après le dîner. Daniel était à côté de moi sur le canapé. Vanessa avait pris un fauteuil en face de nous et Margaret était assise près de la cheminée avec son café. Elle a demandé si je comptais vendre ma maison de ville. J'ai dit que je n'avais pas décidé. Vanessa a demandé si Daniel et moi allions rénover sa maison. J'ai dit que la cuisine fonctionnait bien. Puis est venu le voyage. Puis l'école privée pour Sophie. Puis si j'avais l'intention de continuer à cotiser à mon compte de retraite. À la 5e question, j'ai posé ma tasse. Y a-t-il quelque chose que vous voulez vraiment me demander ? La pièce est devenue silencieuse. Daniel s'est agité à côté de moi. Margaret a dit, « Claire, personne ne t'interroge. » Je n'ai pas dit que quelqu'un le faisait. Vanessa a croisé une jambe sur l'autre. Tu dois admettre que ta situation a changé de façon assez spectaculaire cette semaine. Non, ma situation a changé quand j'ai épousé Daniel. Mes informations ont changé cette semaine. Cela l'a fait taire pendant environ 3 secondes. Puis elle a dit, « Tu as signé un contrat de mariage ?» Oui. Donc tu savais. Savais quoi ? Ce que Daniel avait. Je savais que sa famille avait des actifs substantiels. Vanessa m'a lancé un regard qui disait qu'elle ne me croyait pas. Cela m'a irrité plus que si elle l'avait simplement dit. Mon avocat a examiné l'accord, ai-je dit. Je savais que Daniel possédait des participations dans des entreprises familiales et de l'immobilier. Je savais que ses actifs resteraient les siens. Et tu n'as pas demandé ce qu'ils valaient. Non. Pourquoi pas ? J'ai haussé les épaules. Parce que je décidais si je devais épouser ton frère, je n'évaluais pas une acquisition. Daniel a fait un bruit à côté de moi qui aurait pu être une toux couvrant un rire. Vanessa n'a pas trouvé ça drôle. La vérité était moins dramatique qu'elle ne le voulait. Avant le mariage, Daniel avait remis ses déclarations à mon avocat. Il y avait des pages de noms de LLC, de pourcentage de propriété, de participations immobilières, de comptes d'investissement. Mon avocat m'avait expliqué les parties qui comptaient pour moi. Ce qui resterait à Daniel. Ce qui resterait à moi. Ce qui arriverait aux actifs que nous construirions ensemble. Les droits auxquels je renonçais. J'ai posé des questions sur tout cela. Je n'ai pas pris chaque bâtiment commercial listé à l'annexe B, recherché sa valeur marchande, les multiplier par le pourcentage de propriété de Daniel et créer une feuille de calcul intitulée « Quelle est la richesse de mon fiancé ?» Je savais qu'il avait de l'argent. Je pensais peut-être à quelques millions de dollars répartis entre des propriétés et des participations familiales. C'est une image très différente de celle que j'avais vue à la banque. Margaret a joint ses mains sur ses genoux. Je suis sûr que tu peux comprendre pourquoi nous sommes prudents. Voilà. Nous. Daniel a vécu un divorce difficile. J'ai jeté un coup d'œil vers lui.
Je sais. Et Sophie doit passer en premier. Bien sûr qu'elle le doit. Vanessa a dit, les choses peuvent devenir compliquées lorsque des actifs importants sont en jeu. Je l'ai regardé. Avez-vous peur que je vole les centres commerciaux? Claire, a dit Daniel doucement. Non, j'aimerais vraiment savoir. La bouche de Vanessa s'est crispée. Margaret est intervenue. Personne ne t'accuse de quoi que ce soit. Cette phrase signifie généralement que quelqu'un a longuement discuté de l'accusation. Je me suis tourné vers Daniel. Avez-vous parlé de ça avant notre mariage? Son expression a changé très légèrement. C'était suffisant. Daniel. Ma famille avait des inquiétudes. À propos de moi? À propos de la situation? J'ai ri une fois. Quelle situation? Il a baissé la voix. Que je me remarie. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Margaret a dit, Claire, ce n'est pas productif. Je l'ai regardé. Avec tout mon respect, Margaret, je viens de découvrir 3 jours après avoir épousé votre fils que tout le monde à cette table savait quelque chose sur mon mariage que je ne savais pas. Je pense que j'ai mérité une conversation improductive. Personne n'a eu grand-chose à dire à ça. Nous sommes partis 20 minutes plus tard. Daniel a attendu que nous soyons dans la voiture avant de parler. Il ne complotait pas contre toi. Je n'ai pas dit qu'il le faisait. Tu agis comme si. Comme quoi? Il s'est arrêté. C'était intelligent. J'ai regardé par la fenêtre passager. Les lampadaires se déplaçaient sur le pare-brise. Finalement, j'ai dit, pensait-il que savoir pour ton argent me changerait? Il a gardé les yeux sur la route. Ma mère s'inquiète. Ce n'est pas une réponse. Oui. Je me suis tourné vers lui. Et toi? Non, trop vite. Je l'ai observé. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa mâchoire s'est crispée. Je l'ai déjà expliqué. Non, tu as expliqué pourquoi tu ne le dis pas aux étrangers. Tu as expliqué pourquoi tu ne le clames pas sur tous les toits. Tu as expliqué pourquoi Sophie ne grandit pas dans un manoir clos. J'ai fait une pause. Tu n'as pas expliqué pourquoi ta fiancée n'était pas autorisée à le savoir. Autorisée? D'accord. Digne de confiance. Il a tressailli à celui-là. Bien. Je ne te testais pas, a-t-il dit. Alors pourquoi tout le monde agit comme si j'avais réussi le test? Il n'avait pas de réponse. Les jours suivants furent étranges. Pas terribles. Étranges. Daniel et moi sommes allés travailler. Sophie est restée avec nous. J'ai fait des spaghettis mardi soir. Daniel a oublié d'acheter du parmesan. Nous avons regardé la moitié d'un film et avons tous les deux prétendu que nous ne pensions pas à la même chose. Puis, jeudi soir, j'ai posé des questions sur son premier mariage. Pas la version polie, la vraie. Il s'est assis à l'îlot de la cuisine pendant que je rangeais la vaisselle. Je t'ai déjà raconté. Tu m'as dit que l'argent avait changé les choses. C'est le cas. Comment? Il est resté silencieux un moment. Son ex-femme, Mélissa, avait voulu une plus grande maison, plus de voyages, plus du style de vie dans lequel Daniel avait grandi. Ils se disputaient à propos des dépenses. Mais plus Daniel parlait, moins l'histoire devenait nette. Margaret s'était méfiée de Mélissa depuis le début. Vanessa avait remis en question chaque achat. Mélissa a finalement commencé à se défendre. La réponse de Daniel avait été de se retirer. Je ne voulais pas prendre parti, a-t-il dit. Je me suis arrêté avec une assiette à la main. Vous étiez mariés. Je sais. Donc il n'y avait pas 3 côtés. Il m'a regardé. J'essayais de maintenir la paix. J'ai rangé l'assiette. Tu n'étais pas neutre, Daniel. Tu t'es juste assuré que personne ne puisse te reprocher d'avoir choisi. Il est devenu très immobile. J'ai regretté ma dureté pendant peut-être une demi-seconde. Puis je me suis souvenu de la banque. Plus tard cette semaine-là, j'ai remarqué une vieille photo de mariage chez Margaret lorsque nous sommes passés chercher Sophie. Margaret ne pouvait pas avoir plus de 22 ans. Elle avait l'air nerveuse et belle à côté du père de Daniel. Sur le chemin du retour, je l'ai mentionné.
Daniel a souri faiblement. Grand-père détestait ce mariage. Pourquoi? Il ne pensait pas que maman était assez bien pour papa. Je l'ai regardé. Sérieusement? Mauvaise famille. Pas assez d'argent. Toutes ces bêtises. Je me suis tourné vers la fenêtre. Intéressant. Une semaine plus tard, Margaret a demandé à Daniel d'examiner le plan successoral de la famille. Cette partie ne m'a pas dérangé. Sophie devrait être protégée, ai-je dit. Si quoi que ce soit affecte mes droits, cependant, je veux que mon avocat l'examine. Daniel a accepté immédiatement. Margaret n'avait pas l'air ravie. 2 jours plus tard, Daniel a reçu un appel concernant une réunion de famille Bennett concernant les fiducies et les participations de l'entreprise. Il me l'a dit au petit déjeuner. À quelle heure? Ai-je demandé. Jeudi à 16 heures. Je peux quitter l'école à temps. Il a hésité. Tu n'as pas besoin de venir. J'ai levé les yeux. Pourquoi? C'est surtout une affaire de famille. Je pensais que j'étais de la famille. Tu le es. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Il s'est frotté le front. Ce sera juste plus facile si j'y vais. Je l'ai étudié un moment. Plus facile pour qui? Il n'a pas répondu. Je ne lui ai pas dit de ne pas y aller. Je n'ai pas non plus exigé d'invitation. J'ai juste pris mon café. Vas-y. Il a semblé surpris. Puis j'ai dit, je ne te demande pas de te battre avec ta mère. Je sais. Je te demande de remarquer quelque chose. Quoi? J'ai rencontré ses yeux. Si maintenir la paix signifie me sacrifier. Pour une fois, Daniel n'avait pas de réponse prudente prête. Et ça m'a inquiété plus que s'il avait argumenté. Daniel est rentré de la réunion de famille à 18h15. Je me souviens de l'heure parce que j'ai goûté des pâtes et Sophie était assise à la table de la cuisine en train d'essayer de me convaincre que 9 fois 7 était en quelque sorte sujet à interprétation. 62, a-t-elle dit. Essaie encore. 64. Tu vas dans la mauvaise direction. La porte du garage s'est ouverte. Daniel est entré, a desserré sa cravate, a embrassé Sophie sur le haut de la tête, puis est venu m'embrasser sur la joue. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé. Bien. Un mot, bien. Si vous êtes marié depuis assez longtemps ou si vous avez enseigné aux enfants assez longtemps, vous apprenez que bien signifie généralement que des questions supplémentaires sont nécessaires. De quoi avez-vous discuté? Des fiducies, de quelques trucs de l'entreprise, de l'héritage de Sophie. Rien dont nous ayons besoin de nous inquiéter ce soir. J'ai éteint le feu. Cette phrase m'a dérangé. Pas parce que je pensais que Daniel mentait, mais parce que je commençais à reconnaître sa façon de dire la vérité tout en supprimant discrètement les parties qu'il pensait susceptibles de causer des problèmes. Donc, je n'ai pas insisté. Pas ce soir-là. Le lendemain soir, j'ai redemandé, est-ce que Vanessa a dit quelque chose sur moi à la réunion? Daniel a levé les yeux de son courrier. Pourquoi? Ce n'est pas un nom. Il a posé les enveloppes. Elle avait quelques préoccupations. Quelles préoccupations? Les mêmes. Dis-les. Claire, s'il te plaît. Il s'est frotté la nuque. Elle a demandé si tu n'avais vraiment aucune idée de l'argent avant notre mariage. J'ai attendu. Et quoi? Que as-tu dit? Il a regardé vers le salon. Sophie était à l'étage. Daniel. Je lui ai dit que tu ne savais pas. Quelque chose dans sa voix n'allait pas. Quand il a froncé les sourcils. Quoi? Quand le lui as-tu dit? Il n'a pas répondu. C'est à ce moment-là que j'ai su. J'ai posé les 2 mains sur le comptoir de la cuisine. Que as-tu dit quand elle a posé la question pour la première fois? Rien. Je l'ai dévisagé. Rien. Pas tout de suite. Combien de temps dure pas tout de suite, Claire? C'était quelques secondes, puis j'ai dit, je ne pensais pas que tu savais. J'ai vraiment cru que j'avais mal entendu. Tu ne pensais pas que je savais. Je l'ai mal formulé. Tu me connais depuis plus d'1 an.
Je sais que tu m'as épousé. Je sais. Tu étais la personne qui retenait l'information. Je sais. Et quand ta sœur a suggéré que j'aurais pu le découvrir secrètement et t'épouser quand même, tu as dû y réfléchir. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Il a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. J'ai hoché la tête. C'est pire. Son visage a changé. Qu'est-ce qui est? Tu n'as rien dit. J'ai été pris au dépourvu. Non, Vanessa a accusé ta femme de te tromper. Et pendant quelques secondes, tu as envisagé qu'elle puisse avoir raison. Je ne l'ai pas envisagé. Alors pourquoi n'as-tu pas répondu? Il avait l'air épuisé. Je ne sais pas. Au moins, c'était honnête. Je suis monté. J'ai fait une valise pour plusieurs jours. Daniel m'a suivi dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chez Ruth. Claire, allez. J'ai besoin d'espace. Pour 2 secondes? J'ai arrêté de plier un pull. Non. Pour le fait que tu continues à me jauger. Je ne le fais pas. Si. Ta mère le fait à voix haute. Vanessa le fait avec cette expression qu'elle a. Toi, tu le fais en silence, ce qui, d'une certaine manière, rend la chose plus difficile à voir. Il s'est assis sur le bord du lit. Je t'aime. Je sais. Et je l'aimais. C'était ça, la partie misérable. Si je ne l'avais pas aimé, tout aurait été beaucoup plus facile. J'ai fermé la valise. Quand je suis descendu, Sophie se tenait près de la dernière marche. Elle a regardé ma valise. Où vas-tu? J'ai jeté un coup d'œil à Daniel. Chez tante Ruth pour quelques nuits. Ruth n'était pas vraiment sa tante, mais Sophie avait commencé à l'appeler ainsi des mois plus tôt. Pourquoi? Ton père et moi avons besoin d'un peu de temps pour régler quelque chose. Ses yeux se sont déplacés entre nous. Daniel a dit, souffle, tout va bien. Les enfants savent quand les adultes utilisent le mot bien parce que personne ne va bien. Je l'ai serré dans mes bras. Je t'appellerai demain. Elle a hoché la tête. Je suis parti avant de pouvoir me convaincre de rester. Ruth vivait à 15 minutes dans une maison de plein pied qu'elle avait achetée après son divorce. Elle a jeté un coup d'œil à mon sac de voyage et a dit, la chambre d'amis est propre. Le vin est discutable. Parfait. Elle ne m'a pas interrogé. C'est pour ça que nous étions amis depuis 17 ans. Le lendemain matin, je suis allé à l'école. Les élèves de 4e année ont une merveilleuse capacité à rendre votre crise privée sans importance. À 9h10, j'étais en train de régler une dispute à propos d'un porte-mine violet. À midi, j'ai mangé un yaourt en répondant à un courriel d'un parent qui voulait savoir pourquoi son fils avait reçu un B pour un rapport de livre qu'il n'avait en fait pas rendu. La vie continuait. Ça aidait. La partie difficile est venue ce soir-là. Sophie a appelé. Nous avons d'abord parlé de l'école, puis elle est devenue silencieuse. Claire. Oui. Es-tu toujours ma belle-mère si tu n'habites pas ici? Je me suis assise sur le lit de Ruth. Oh, ma chérie. Parce que le beau-père de Madison a déménagé et maintenant elle ne le voit plus. Ce n'est pas à propos de toi. Je sais. Non, je le pense vraiment. Quoi que ton père et moi soyons en train de régler, rien de tout ça n'est à cause de toi. Mais es-tu toujours ma belle-mère? Oui. La réponse est venue facilement. Puis elle a posé la question la plus difficile. Est-ce que tu rentres à la maison? J'ai regardé le mur. Je ne sais pas encore. Elle était silencieuse. Mais je ne vais pas disparaître. D'accord. D'accord. Après avoir raccroché, je suis resté assise là pendant un moment. C'était la première fois que je comprenais que quelle que soit la décision que je prendrais concernant Daniel, elle n'affecterait pas seulement Daniel. 3 jours plus tard, il est venu chez Ruth. Il n'a apporté aucune fleur. Bon début. Puis il a tout gâché. Je pourrais rembourser tes prêts, a-t-il dit. Je l'ai dévisagé. Nous étions assis à la table de la cuisine de Ruth. Quoi? J'y ai pensé. Tu ne devrais plus porter ça, Daniel. Et ta Honda a 11 ans.
J'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, il avait l'air presque plein d'espoir. Tu continues d'essayer de résoudre le seul problème que nous n'avons pas. Ses épaules sont tombées. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Dire la vérité avant que je doive te l'arracher. Je le fais. Maintenant. Après coup. Il a baissé les yeux sur ses mains. Puis, lentement, il a commencé à parler de Mélissa. Vraiment parler. Il a admis que sa première femme avait fait de mauvais choix avec l'argent. Mais Margaret s'était méfiée d'elle avant ses choix. Vanessa l'avait constamment interrogée, et Daniel s'était tenu entre elles, se disant qu'il maintenait le calme entre tout le monde. Je pensais que rester neutre était la chose responsable à faire, a-t-il dit. Tu n'étais pas neutre. Je le sais maintenant. Tu as choisi le côté qui te demandait le moins de courage. Il m'a regardé. Cette fois, il n'a pas argumenté. Quelques jours plus tard, Margaret a appelé. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer en privé. J'ai failli dire non. La curiosité l'a emporté. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant calme près de North Hills. Margaret est arrivée avec un dossier en cuir. Ça aurait dû m'alerter. Elle a attendu que nous ayons commandé du café, puis l'a glissé sur la table. Qu'est-ce que c'est? Une proposition. Je l'ai ouvert. Il y avait assez de termes juridiques pour que je sache qu'il valait mieux ne pas prétendre tout comprendre, mais j'ai compris le chiffre. C'était substantiel. Très substantiel. En échange, j'accepterai des limites supplémentaires sur les futures réclamations impliquant les actifs familiaux de Daniel. J'ai levé les yeux. Vous m'offrez de l'argent. Je t'offre la certitude. Pour qui? Pour tout le monde. J'ai fermé le dossier. Est-ce que Daniel est au courant? Non. Bien sûr que non. Margaret a joint ses mains. Tôt ou tard, Claire, l'argent change tout le monde. J'ai pensé à cette vieille photo de mariage. La jeune femme nerveuse debout à côté du père de Daniel. Est-ce que ça vous a changé? Pour la première fois depuis que je la connaissais, l'expression de Margaret a vacillé, juste une seconde. Puis elle a disparu. Elle n'a pas répondu. J'ai emporté le dossier avec moi parce que je voulais que mon avocat le voie. De retour chez Ruth, je l'ai mis dans le tiroir de la commode. Je suis resté là, la main sur la poignée, et j'ai pensé, Daniel n'a pas besoin de savoir pour l'instant. Ça semblait raisonnable. Il se disputait déjà avec sa famille. Le lui dire ne ferait qu'empirer les choses. Je pouvais attendre. Je pouvais décider quand le moment serait venu. Puis j'ai entendu la phrase à nouveau dans ma propre tête. Et j'ai réalisé avec une irritation considérable que je commençais à ressembler exactement à mon mari. J'ai gardé le dossier de Margaret dans la commode de Ruth pendant 2 jours. Ce n'est pas long. Sauf si vous avez passé le mois précédent à sermonner votre mari sur la rétention d'informations. Alors 48 heures commencent à paraître étonnamment instructives. J'avais des raisons, de bonnes raisons même. Daniel parlait à peine à sa mère. Sophie était perturbée. Je n'avais pas décidé ce que je pensais de la proposition de Margaret, et encore moins ce que je voulais en faire. Le dire à Daniel immédiatement ne ferait que créer une autre explosion. C'est ce que je me suis dit. Puis, samedi matin, je buvais mon café à la table de la cuisine de Ruth quand elle est entrée en peignoir et a ouvert le réfrigérateur. Tu lui as dit? J'ai levé les yeux. Non. Elle a sorti la crème. Pourquoi? Je pense à l'accepter. Non. Cette réponse est venue rapidement. Ruth a versé du café. Alors à quoi penses-tu? J'ai ouvert la bouche. Rien d'utile n'est arrivé. Ruth a hoché la tête. C'est ce que je pensais. Je déteste quand tu fais ça. Je sais. Elle s'est assise en face de moi. Je ne te dis pas quoi faire, mais tu as passé 3 semaines furieuses parce que Daniel a décidé de l'information dont tu avais besoin et quand tu en avais besoin. Je suis consciente de l'ironie. Bien. Ça fait gagner du temps. Cet après-midi-là, je l'ai appelé. Peux-tu venir? Il était là en 20 minutes. J'ai posé le dossier de Margaret sur la table. Ta mère m'a donné ça. Daniel l'a ouvert.
J'ai observé son visage pendant qu'il lisait. À la 2e page, sa mâchoire s'est crispée. Puis il a vu le chiffre. Elle a fait quoi? Continue de lire. Il ne l'a pas fait. Il a attrapé son téléphone. J'ai mis ma main dessus. Ne fais pas ça. Claire, elle a offert de l'argent à ma femme pour. Je sais ce qu'elle a offert. C'est insensé, Daniel. Il m'a regardé. Elle me l'a donné jeudi. Sa colère s'est arrêtée net. Jeudi? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Voilà. Une question tout à fait juste. J'allais presque ne pas le faire. Ses sourcils se sont haussés. Pourquoi? Je me suis rassise. Parce que tu avais déjà des problèmes avec ta famille. Parce que Sophie est contrariée. Parce que je pensais que te le dire ne ferait qu'empirer les choses. Il a attendu. Et parce que je me suis dit que je te protégeais. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Puis j'ai dit, c'est là que j'ai finalement compris à quel point il est facile d'appeler la dissimulation protection. Daniel a baissé les yeux sur le dossier. Je suis désolé. Moi aussi. C'était la première conversation que nous avions eue depuis que j'étais parti où aucun de nous n'essayait de gagner. C'était important. Ça ne nous a pas réparé, mais c'était important. Au cours des semaines suivantes, Daniel a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a arrêté de faire des promesses. Au lieu de cela, il a commencé à prendre des rendez-vous. Il a trouvé un thérapeute. Il a dit à Margaret et Vanessa qu'il ne discuterait plus de moi avec elles à moins que je ne sois présente ou que j'ai consenti à la conversation. Et quand Margaret a essayé de soutenir qu'elle protégeait Sophie, Daniel lui a dit que protéger sa fille ne nécessitait pas de traiter sa femme comme un procès en attente. J'ai entendu cette partie plus tard. Il ne m'a pas appelé après en attendant des éloges. C'était important aussi. Un soir, il est venu chez Ruth et s'est assis avec moi sur le porche. Je dois dire quelque chose, a-t-il dit. D'accord. Je n'ai pas besoin que tu prouves que tu ne veux pas de mon argent. Je l'ai regardé. Il a continué. Je pense que je le voulais avant, même si je ne me l'avouais pas. Celle-là a fait mal, mais elle a aussi aidé, parce que c'était vrai. Je suis désolé, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je sais. Je n'étais toujours pas prête à rentrer à la maison. Une semaine plus tard, j'ai rencontré mon avocate. Pas parce que j'avais décidé de divorcer de Daniel, parce que ce n'était pas le cas. Je voulais savoir ce qu'une séparation signifierait réellement si nous ne pouvions pas arranger les choses. Daniel l'a appris parce que je le lui ai dit. Nous prenions un café quand j'ai dit, j'ai rencontré Suzanne hier. Il savait qui était Suzanne. Son visage a changé. Ton avocate? Oui. À propos du contrat de mariage, à propos de tout. Il a fixé son café. Puis il a posé la question que je redoutais. Est-ce que tu me quittes? Je ne sais pas. Je m'attendais à une dispute, à de la panique ou au moins à un après tout ce que j'ai fait. Au lieu de ça, Daniel a dégluti et a hoché la tête. D'accord. C'était tout. D'accord. C'était étrangement douloureux et étrangement réconfortant. Pour une fois, il ne décidait pas pour moi. Quelques semaines plus tard, il y a eu le dîner de la fondation de la famille Bennett. J'ai failli ne pas y aller. Puis j'ai réalisé que je resterais à l'écart parce que Margaret et Vanessa m'avaient mise mal à l'aise. J'en avais assez d'organiser mes déplacements en fonction de leur confort. Alors j'y suis allé. Ça se tenait dans une salle de bal d'hôtel au centre-ville de Raleigh. Rien d'outrancier. Une centaine de personnes, des directeurs d'organismes à but non lucratif locaux, des associés, la famille, des amis. Daniel et moi sommes arrivés ensemble. Pas main dans la main, mais ensemble. Margaret m'a salué poliment. Vanessa a tenu près de 40 minutes avant de ne plus pouvoir se retenir. Nous étions près de notre table quand quelqu'un a complimenté ma robe. Vanessa a souri. Eh bien, la situation de Claire a pas mal changé ces derniers temps. C'était assez subtil pour que l'autre femme ne le remarque probablement pas. Moi si. Daniel aussi. Vanessa, a-t-il dit. J'ai touché son bras. Non, c'est bon.
Elle m'a regardé. J'ai dit, votre mère m'a offert pas mal d'argent il y a quelques semaines. Son sourire a disparu. Quoi? Margaret, qui se tenait à proximité, est devenue très immobile. Je n'ai pas mentionné le montant. Je n'en avais pas besoin. Claire, a dit Margaret. Je n'essaie pas de vous embarrasser. Vous avez une façon intéressante de le montrer. Probablement. J'ai regardé le petit cercle de membres de la famille près de nous. Tout le monde dans cette famille n'arrête pas de me demander ce que je ferai pour l'argent de Daniel. Puis j'ai regardé Margaret. Personne ne s'est jamais donné la peine de demander ce que je ferai pour Daniel. La voix de Margaret s'est tendue. Je protégeais mon fils et ma petite-fille. J'ai pensé à la photo. Vous m'avez dit une fois que la protection de la famille importait plus que les sentiments blessés. C'est le cas. Daniel m'a dit que son grand-père ne voulait pas que vous épousiez son père. L'expression de Margaret a changé. Vanessa l'a regardé. J'ai continué prudemment. Quelqu'un vous a un jour fait prouver que vous apparteniez à cette famille. Margaret n'a rien dit. Et au lieu de vous assurer que personne d'autre n'aurait jamais à ressentir ça, vous en avez fait une tradition familiale. Pour la première fois, Margaret a perdu ce calme poli. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dû supporter. Sa voix n'était pas forte, mais elle tremblait. Il pensait que j'en avais après le nom Bennett. Il a fait vérifier ma famille par des gens. Il a dit à mon mari que je partirais à la minute où quelque chose de mieux se présenterait. J'ai passé des années à lui prouver qu'il avait tort. J'ai hoché la tête. Je vous crois. Cela a semblé la surprendre. Puis j'ai dit, c'est pourquoi je pensais que vous sauriez mieux faire. Margaret a détourné le regard. Aucune excuse dramatique n'a suivi. La vraie vie programme rarement ces choses sur commande. Puis Daniel a parlé. Ma mère n'est pas la seule à devoir des excuses à Claire. Je me suis tourné vers lui. Il ne regardait pas Margaret. Il me regardait. Claire ne m'a pas trompé. Je l'ai laissé m'épouser sans qu'elle comprenne pleinement une partie importante de ma vie parce que j'avais peur que connaître la vérité ne la change. Vanessa a commencé à parler. Daniel a levé la main. Et quand tu l'as mise en doute, j'ai hésité. Il a fait une pause. C'est ma faute. Personne n'a rien dit. Vanessa est partie avant le dessert. Margaret est restée, mais elle a à peine parlé. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais surtout fatiguée. Mais pour la première fois depuis la banque, je n'avais pas l'impression d'être dans une salle d'audience où tout le monde avait déjà vu l'épreuve. Dehors, devant l'hôtel, plus tard, Daniel m'a raccompagné à ma voiture. « Tu rentres à la maison ce soir ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé. Pas ce soir. La douleur s'est lue sur son visage, mais il a hoché la tête. D'accord. Pas de négociation, pas de promesse, pas d'offre d'acheter quoi que ce soit. Il m'a embrassé sur la joue et s'est dirigé vers sa voiture. Je suis resté là à le regarder partir. Et la chose la plus étrange est arrivée. Pendant des semaines, Daniel avait essayé de me convaincre de rentrer à la maison. Ce soir-là, il a finalement arrêté. Et pour la première fois, je me suis surprise à penser sérieusement que je le ferais peut-être. Je ne suis pas rentré à la maison le lendemain matin. Je pense que je dois le préciser. Daniel a finalement fait une chose bien. Et je ne l'ai pas récompensé avec une valise et des retrouvailles romantiques avant le petit déjeuner. Nous n'avions pas 25 ans. Nous avions un mariage à réparer, une enfant de 9 ans qui nous observait attentivement, et assez de bagages non résolus pour remplir le coffre de cette tortue 2 fois. Alors, nous avons pris notre temps. Daniel a continué à voir son thérapeute. Nous avons commencé une thérapie de couple avec une femme nommée Dr Feldman, qui avait l'habitude déconcertante d'attendre 3 secondes de plus que toute personne normale après avoir posé une question. Vous répondiez, elle continuait à vous regarder, puis, d'une manière ou d'une autre, vous répondiez à nouveau, mais honnêtement. Daniel détestait ça. Je trouvais ça utile. Lors de notre 3e séance, il a dit, j'essayais de protéger Claire. Le docteur Feldman a attendu. Daniel a soupiré. D'accord. Je me protégeais moi-même. Elle m'a regardé. J'ai souri. Je l'aime bien. Daniel a marmonné.
Bien sûr que tu l'aimes. Je n'étais pas innocente non plus. J'avais fait des suppositions sur lui depuis le début. La voiture, la maison, la façon dont il s'habillait. Daniel avait laissé ses suppositions perdurer, mais je les avais quand même faites. Et quand Margaret m'a donné ce dossier, il m'avait fallu exactement 48 heures pour découvrir que moi aussi, je pouvais faire passer la rétention de la vérité pour quelque chose de noble si je choisissais le bon vocabulaire. Donc, nous y avons travaillé, lentement. Je suis rentré à la maison environ 3 mois après être parti. Pas parce que Daniel me l'a demandé. En fait, à ce moment-là, il avait arrêté de demander. Un samedi matin, j'ai fait mes valises chez Ruth. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Tu es sûr? Non. Bien. Je l'ai regardé. Bien. Si tu étais complètement sûr, je m'inquiéterais que tu n'aies rien appris. C'était Ruth. Réconfortante à la manière d'une contravention. Quand je suis entré dans la maison, Sophie a dévalé les escaliers. Elle s'est arrêtée juste avant de me plaquer. Tu restes. Oui. Pour de vrai? Pour de vrai. Elle m'a serré dans ses bras. Daniel se tenait derrière elle. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Quelques semaines plus tard, Sophie faisait ses devoirs au comptoir de la cuisine pendant que je préparais le dîner. Maman, où est-le? Elle s'est arrêtée. Moi aussi. Son visage est devenu rose. Je veux dire, clair. J'ai recommencé à couper un oignon. L'un ou l'autre, c'est bien. Il y a eu une pause. Puis, très doucement. D'accord, maman. J'ai continué à couper. Je n'allais pas me retourner et rendre cette pauvre enfant responsable de ce que mon visage faisait. C'est drôle, j'avais vu un montant à 7 chiffres sur un écran de banque et je m'en suis remise plus vite. La partie financière a aussi pris du temps. Mon avocate a tout examiné. Les intérêts commerciaux de Daniel sont restés siens. L'héritage de Sophie était protégé. Mes comptes de retraite et mes revenus sont restés miens. Nous avons créé un compte de ménage joint que nous comprenions tous les deux, jusqu'aux moindres détails ennuyeux. Il n'y avait pas d'allocation, pas de test, pas de surprise. Daniel a un jour plaisanté en disant que notre réunion financière mensuelle était moins romantique qu'il ne l'avait imaginé pour la vie de couple. Je lui ai dit que la transparence financière était très sexy. Il a dit, s'il te plaît, ne redis jamais ça. Margaret et moi, ça a pris plus de temps. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis du monde. Je ne voulais pas de cette fin, et je doute qu'elle le veuille non plus. Environ 6 mois plus tard, elle est passée un après-midi pour déposer quelque chose pour Sophie. En sortant, elle s'est arrêtée à la porte d'entrée. Je t'ai mal jugé. J'ai attendu. Cela semblait être l'intégralité des excuses. En effet. Sa bouche s'est légèrement crispée. Tu ne rends pas les choses faciles, n'est-ce pas? J'enseigne en 4e année. Les gens faciles me rendent méfiante. À ma grande surprise, elle a presque souri. Puis elle est partie. C'était suffisant. Vanessa a mis beaucoup plus de temps. Finalement, j'ai arrêté de compter les points. Ça a aidé plus que tout ce que Vanessa a fait. Et puis il y avait la Taurus. Cette stupide voiture a survécu à tout ça. Un après-midi, environ 1 an après le mariage, j'ai finalement demandé à Daniel pourquoi un homme qui pouvait acheter presque n'importe quelle voiture qu'il voulait insistait pour conduire quelque chose d'assez vieux pour voter. Nous étions dans l'allée. Il a passé la main sur le toit. Mon père l'a acheté. Je suppose que quelqu'un l'a fait. Il m'a ignoré. C'était sa dernière voiture de tous les jours avant qu'il ne tombe malade. Après sa mort, je l'ai gardée. J'ai arrêté de plaisanter. Sophie se souvient qu'il l'a récupérée avec. J'ai regardé par la vitre arrière. Il y avait encore de légères marques de crayon près d'une porte. Soudain, la voiture avait l'air différente. Pas précieuse, importante. Tu aurais pu me le dire. Daniel m'a lancé un regard. Je m'améliore. C'est vrai. 6 mois plus tard, la transmission a lâché. Daniel est rentré du garage avec l'air d'avoir perdu un labrador. J'ai essayé d'être compatissante. Vraiment.
Tu sais, tu as le droit d'acheter une autre voiture. Il m'a dévisagé. Ce n'est pas la question. J'ai attendu, puis j'ai commencé à rire. Il a froncé les sourcils. Quoi? Oh, maintenant tu connais cette phrase. Il a compris. C'était une seule fois. Tu m'as offert une Honda. Je t'ai offert de remplacer ta Honda pendant une crise conjugale. Elle avait besoin de freins. J'ai ri plus fort. Finalement, il a acheté un VUS raisonnable. Il s'en est plaint pendant 6 mois. La carte de débit originale est restée longtemps dans ma commode. Daniel l'a trouvée un dimanche en cherchant des piles. Tu sais que tu l'as à peine utilisée. J'achète des provisions. Claire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je commande un yacht? Je me contenterai de quelque chose que tu veux vraiment. Un mois plus tard, je l'ai trouvé. Pas un yacht, une table. Nous étions à une vente de succession à Chapelle-Île quand j'ai vu cette énorme vieille table de salle à manger en bois massif. Elle avait des rayures sur un côté, une auréole d'eau près du centre et assez d'usure pour rendre Daniel méfiant. Tu aimes ça? Oui. Nous avons une table. J'aime celle-ci. Il a regardé le prix, puis moi. Avec tout ce que tu pourrais acheter, c'est ça que tu veux. J'ai passé la main sur l'une des rayures. Apparemment, j'ai un type. Ses yeux se sont plissés. J'aime les choses qui ont l'air moins chères qu'elles ne le sont. Il a fermé les yeux. Tu ne lâcheras jamais l'affaire de la Torue, n'est-ce pas? Absolument pas. Nous avons acheté la table. Elle est toujours dans notre salle à manger. Sophie y a fait ses devoirs. Nous y avons fêté Thanksgiving. Margaret y a mangé de nombreuses fois sans jamais mentionner les rayures, ce que je considère comme une preuve de croissance personnelle substantielle. J'ai 45 ans maintenant. Quand je repense à ce matin à la banque, l'argent est presque la partie la moins intéressante. Il a révélé des choses. La peur de Daniel, la suspicion de sa famille, mes propres suppositions, et finalement ma propre capacité à justifier de retenir quelque chose parce que je pensais avoir une bonne raison. L'argent n'a pas créé ces choses. Il a juste allumé la lumière. Daniel et moi sommes toujours mariés. Pas parce que j'ai prouvé que je n'en avais pas après son argent. J'ai arrêté de le prouver il y a longtemps. Et pas parce que Daniel est devenu parfait. Il ne l'est pas devenu. Moi non plus. Ce qui a changé, c'est qu'il a arrêté de traiter la confiance comme quelque chose que je devais mériter pendant qu'il gardait toutes les informations. Et j'ai appris que l'indépendance ne signifiait pas refuser tout ce que quelqu'un m'offrait. Cela signifiait être capable de dire oui ou non sans devoir à quiconque ma dignité en retour. De temps en temps, Daniel me demande encore pourquoi j'ai accepté ce premier café. Je lui dis toujours la vérité. Tu as demandé. J'ai pensé, pourquoi pas? Il déteste cette réponse. Ce n'est pas romantique. D'accord. Tu avais une super voiture. Il me lance le même regard à chaque fois, et je ris à chaque fois. À 37 ans, j'avais arrêté de chercher l'homme de ma vie. C'est peut-être pour ça que j'ai finalement vu Daniel pour ce qu'il était. Pas un compte en banque, pas un Bennett, pas quelqu'un qui pouvait me sauver. Juste un père célibataire fatigué, debout à côté d'une Ford embarrassante de vieillesse, me demandant si je voulais une tasse de café. J'ai dit oui avant de savoir ce qu'il avait. Des années plus tard, après avoir su exactement ce qu'il avait, j'ai dû décider si je devais dire oui à nouveau. Le deuxième oui était celui qui comptait.